Les Russes ont appris qu'il existe une asymétrie dans la guerre conventionnelle. L'armée russe est loin de valoir celle des États-Unis. Alors comment rééquilibrer la balance? Il suffit d'investir dans des mesures beaucoup moins coûteuses, des mesures actives non conventionnelles destinées à affaiblir les institutions et à saper les démocraties occidentales plutôt que d'envoyer les chars. Poutine sait qu'une nation divisée ne peut pas se protéger contre les menaces intérieures et extérieures. Pour les Russes, la guerre politique fait partie de l'art de la guerre. À long terme, ils veulent voir la démocratie s'effondrer de l'intérieur. J'étais assise à côté de Poutine à un dîner et je lui ai dit que j'avais visité le mémorial du siège de Leningrad. Il m'a dit « Je vais vous raconter une histoire. Mon père se battait en première ligne et il a eu une permission de 24 heures. En marchant vers son appartement, il a vu un tas de cadavres, ce qui n'avait rien d'exceptionnel. Une jambe dépassait, le pied était chaussé et il a reconnu sa femme. Il s'est mis à crier « C'est ma femme, rendez-moi ma femme !» Les ramasseurs de cadavres lui ont ordonné de partir, mais il a tenu bon. Il a extrait sa femme de la pile, l'a ramenée chez eux, l'a soignée et l'a guérie. Et après la guerre, elle a mis au monde Vladimir Poutine. Il se voit comme le sauveur qui extrait littéralement le corps de la Russie de la benne à ordures de l'histoire. Le pays va revivre grâce à lui. Il n'est pas mort. Poutine va s'en occuper. Voilà son état d'esprit. Je crois qu'il a toujours eu l'ambition d'être président et de concentrer tous les instruments du pouvoir entre ses mains. En se consacrant à réaffirmer la grandeur de la Russie, il sert ses propres intérêts, parce qu'il veut être le tsar. Il veut être l'homme le plus riche du monde, et il veut régler ses comptes. Il a gravi les échelons du KGB. Il était chargé du soutien aux agents secrets vivant sous de fausses identités aux États-Unis. Et il devait mettre en œuvre des mesures actives pour peser sur la politique du pays. Quand on appartenait au KGB, toutes les portes étaient ouvertes, on passait devant tout le monde. En 1991, quand l'Union soviétique s'est effondrée, toutes les républiques qui ont émergé des décombres ont reconnu mutuellement leurs frontières nationales. Comme la plupart de ses compatriotes, Poutine a vécu la dislocation de l'Union soviétique comme un cauchemar, car la Russie et sa population en sont sortis amoindris, à la grande joie des États-Unis. Иначе как трагедии это не назовешь. Я думаю, что как раз деятели октября 17 года заложили мину замедленного действия под это здание. Под здание унитарного государства. Il est déterminé à la reconstruire. Quand je l'ai rencontré au printemps 1991, il était maire adjoint de Saint-Pétersbourg. Il travaillait pour le maire Anatoly Sobchak, un type charismatique et pro-occidental allié à Boris Eltsine. Son adjoint était tout le contraire, un bureaucrate insignifiant, sérieux, très effacé. Si j'avais dû nommer 1000 personnes susceptibles d'être le prochain président russe, il n'aurait pas fait partie de ma liste. À l'époque où il soutenait le maire Sobchak, il a mis en place un formidable réseau d'anciens du KGB au sein des instances du commerce extérieur et intérieur. Dans les années 1990, le crime organisé régnait sur Saint-Pétersbourg. Les pouvoirs publics associés aux organisations criminelles se remplissaient les poches le plus vite possible. Efficace, Poutine obtenait des résultats. Il connaissait les rouages du système. En tant que maire adjoint, M. Poutine se trouvait au centre de la toile qu'il avait tissée. Il a été nommé directeur du FSB, le service de la sécurité intérieure,
celui qui dispose des plus gros budgets, d'énormes ressources. Il a appris comment manœuvrer politiquement et ça lui a été très utile. Le pouvoir est devenu son but. Le FSB n'a été qu'un marchepied. Presque immédiatement après la dissolution de l'URSS, les oligarques ont mis la main sur des entreprises publiques à des prix ridiculement bas. Certains se sont retrouvés multimillionnaires ou même milliardaires pratiquement du jour au lendemain. Sous Eltsine, les oligarques ont acquis puissance et indépendance. L'État se désagrégeait. À la fin, Eltsine donnait l'image d'une espèce de pitre, d'un ivrogne assez incontrôlable. Il était inquiet et il s'est trouvé un dauphin capable de protéger sa famille et ses biens. Je crois que c'est la seule raison qui l'a poussé à choisir Poutine comme candidat à la présidence. Et les immeubles d'habitation ont explosé. Il y a eu une série d'attentats en 1999. Les indices retrouvés incriminent le FSB. Je sais ce qui a été dit et je trouve les preuves accablantes. Je sais aussi que ces attentats ont contribué à la victoire de Poutine. Mais mon esprit d'analyse se heurte à mon idéalisme. Je ne peux pas croire que le gouvernement russe a tué ses propres citoyens pour porter Poutine à la présidence. Ces attentats étaient des opérations du KGB. Ce type d'explosif était fabriqué uniquement dans leurs locaux. Mais oui, c'était très malin. Et le peuple russe s'est mis en quête d'un chef. Ce n'est pas une première dans l'histoire. C'est presque comparable à l'accession au pouvoir d'Hitler dans les années 1930. Дорогие друзья, до наступления 2000 года все доброе и все хорошее, счастье, и поднимем бокалы. Quant à la démocratie, il s'est toujours défié des acteurs indépendants. Il a mis les médias indépendants à genoux et on a fait des machines de propagande au service de l'État. Et il a commencé à arrêter les contestataires. Puis, il s'en est pris aux journalistes indépendants. On les retrouvait morts, assassinés. La plus grande journaliste russe, Anna Politkovskaya, a été tuée le jour de l'anniversaire de Poutine. Il a mis les oligarques au pas. Почему здесь-то забегали все как тараканы перед самым моим? Подписали этот договор? Да. Олег Владимирович подписал? Что я не вижу уже? Идите ко мне. Plusieurs ont été forcés de quitter le pays. Certains ont été tués dans des circonstances mystérieuses. Ceux qui sont restés sont à sa botte. Кто не согласен с этой позицией? Знаете, как раньше говорили, иных уж нет, а те далече. Poutine a été clair. L'époque où chacun faisait ce qui lui plaisait était révolue. Ensuite, il a placé ses amis les plus fidèles, ses proches du temps des services secrets, au poste clé. Il contrôlait tout. En gros, Poutine et ses oligarques utilisaient de l'argent volé au peuple russe. Pour ces kleptocrates, l'une des priorités était de faire rentrer l'argent détourné dans le circuit légal. Une fois qu'ils l'ont blanchi, ils ont accès aux banques occidentales et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Semyon Mogilevich, figure mythique du crime organisé, est le premier qui a trouvé comment blanchir des fortunes et les faire sortir de Russie et de l'ancienne Union soviétique. D'après le FBI, il vaut 10 milliards de dollars. Il est considéré comme le génie du blanchiment d'argent et on le surnomme le Don Intello parce qu'il est diplômé en économie. C'est le parrain de la mafia russe. Il a longtemps figuré sur la liste des 10 hommes les plus recherchés des États-Unis. Il vit toujours tranquillement à Moscou.
Il est toujours traité en VIP en Russie et on le voit rarement sans un garde du corps qui le conduit partout dans sa limousine blindée à 200 000 livres. Why did you set up companies in the Channel Islands? The problem was that I didn't know any other islands. When they taught us geography at school, I was sick that day. La mafia russe est l'auxiliaire du gouvernement. Ils sont passés du crime organisé à l'ère soviétique au crime désorganisé sous Eltsine, pour revenir au crime organisé sous Poutine. Les réseaux de Mogilevich recyclent l'argent, le font remonter aux proches de Poutine et contribuent à cimenter son pouvoir. Au point qu'aujourd'hui, Poutine est peut-être bien l'homme le plus riche de la planète. Comment l'argent russe est-il blanchi aux États-Unis? Ouais. Ce que je sais d'intéressant, je ne peux pas vous le dire. Laissez-moi réfléchir comment je vais formuler ça. Ouais, je vous vois venir. Vous allez me parler de Trump dans 2 minutes. Dans les années 70, Donald Trump est l'héritier d'un des plus gros propriétaires terriens de la côte Est. He played Monopoly, yes indeed. More than Monopoly, he played with building blocks. Always with building blocks. Il a une ambition et un ego démesurés, comme chacun sait. Not everybody is meant to be a business person. They'll ruin their lives. I mean, they'll go and they'll put up their house and they'll mortgage their cars and everything else they own. Et il vise Manhattan. La gestion de la Trump Tower en faisait un paradis du blanchiment d'argent. C'est l'un des premiers gratte-ciel de New York, où des sociétés écrans pouvaient acheter et vendre des appartements sans s'identifier. Dans les années 1980, le Congrès a voté une loi autorisant l'immigration de juifs soviétiques, à une période où la politique d'immigration était très restrictive. We'll honor the right of a person to leave a country freely and return freely, just as clear as anything can be. Les Russes en ont profité pour ouvrir leurs prisons. C'était la toute première fois qu'on voyait des membres du crime organisé russe débarquer aux États-Unis et se retrouver à Brighton Beach. Certaines techniques de gestion et de transfert d'argent étaient préférées à d'autres. Et parmi elles, l'immobilier. Ça a démarré comme une opération de blanchiment pure et simple. En 1984, le mafieux russe David Bogatin a rencontré Trump. La Trump Tower venait d'ouvrir et Bogatin, qui ne pouvait pas disposer d'autant d'argent légalement, a acheté 5 appartements. Le procureur général a estimé que c'était du blanchiment. Vyacheslav Ivankov, qui était très proche du cerveau du crime organisé Semyon Mogilevich, avait été envoyé aux États-Unis pour organiser la mafia de Brighton Beach. Quand le FBI s'est mis à sa recherche, il a ratissé tout Brooklyn en vain. Mogilevich habitait à la Trump Tower. Donald Trump épouse Ivana, ce qui n'échappe pas au service secret tchèque. Les informations qu'il recueille leur apprennent que quelqu'un, on ne sait pas qui, l'a poussé à se présenter à la présidentielle dès 1988. Ils se disent que ce serait bon pour la Tchécoslovaquie si le mari d'une citoyenne tchèque devenait président des États-Unis. Après avoir réussi à New York, Trump aborde le secteur des casinos à Atlantic City. Il voit grand. Il construit le Taj Mahal. En fin de compte, c'est ce qui va causer sa perte. In a town where, for the last 10 years, no casino with 60,000 square foot has ever been fully utilized, on what basis would someone build one with 120,000 feet? He was destined to fail.
Le casino de Trump a été durement sanctionné pour infraction à la réglementation anti-blanchiment. Cela suppose une longue habitude du mépris de la loi. Financièrement, c'est la débâcle. Et dans sa vie privée également. Son mariage bat de l'aile. À ce moment-là, je crois qu'il avait entamé 6 procédures de faillite. Aucune banque ne voulait lui accorder de prêt. There is a homeless person sitting right outside of Trump Tower. I remember my father pointing to him and saying, you know, that guy has $8 billion more than me because he was in such extreme debt at that point, you know? Les Russes recherchent des cibles d'un type particulier. Une personne introduite dans les milieux d'affaires, d'une moralité douteuse pour qu'on puisse la corrompre, ou peut-être dans une mauvaise passe financière, et qui a des relations ou des aspirations politiques. J'ai décrit Donald Trump. C'était la cible parfaite pour eux. Les Russes l'ont sauvé, ils l'ont secouru. Il ne se serait pas remis en selle sans eux. Un type noyé sous 4 milliards de dettes n'aurait pas pu briguer la présidence. La mafia russe ne fait rien sans la permission de Poutine et qui ne soit dans son intérêt. Have you ever knowingly done business with what I like to call organized crime? Have they ever stopped by? I've really tried to stay away from them as much as possible. Although I must say, I have met on occasion a few of those people. They happen to be very nice people. You just don't want to owe them money. Yeah, I understand. Don't owe them money. Semyon Mogilevich a décidé d'approcher Trump après avoir étudié ses faillites de 2004. Il avait perdu toutes ses marges de crédit et n'était pas en mesure de repousser ses avances. Le promoteur immobilier russe Bayrock a loué des locaux dans la Trump Tower. Poutine devait surveiller ses oligarques. Savoir où était leur argent était pour lui un bon moyen de les garder à l'œil. Bayrock servait sans doute à cela. Pour moi, c'était un tournant. C'était une opération d'infiltration en bonne et due forme dans l'antre de la bête, au cœur du territoire de l'homme qui allait devenir président des États-Unis. Et ça a été leur base arrière pendant des années. Félix Sater était chargé de la mise en œuvre. C'était un lieutenant de Mogilevich, très proche de la jonction entre les organisations criminelles et les services de sûreté russes. Il a été nommé directeur général de Bayrock. Il avait déjà été condamné 2 fois. Pour avoir tailladé le visage d'un type dans un bar. Et pour fraude boursière. Mais il a fini par coopérer avec les fédéraux et leur a fourni des informations sur des ventes d'armes à Al-Qaïda. D'après les rapports du FBI, Mogilevich leur vendait des armes. Cela soulève des questions très intéressantes car je ne pense pas que Félix Sater aurait trahi son patron. On sait qu'il avait menacé un investisseur de lui électrocuter les testicules. Trump a continué à travailler avec lui de nombreuses années, alors qu'on savait depuis longtemps que c'était un criminel. Sater avait même une carte de consultant de l'organisation Trump. On ne compte plus les photos où ils sont ensemble. Il avait un bureau à la Trump Tower. Trump était l'image publique de Bayrock. Et pourtant, alors qu'il était sous serment, quand il a déposé sur Sater, il a déclaré If he were sitting in the room right now, I really wouldn't know what he looked like. Trump lui a demandé personnellement d'accompagner à Moscou ses enfants, Ivanka et Donald Jr., et de leur faire visiter la ville. Apparemment, il a apporté toute son aide au Trump pour siphonner les Russes, ou plutôt l'argent post-soviétique, et financer ainsi un vaste projet immobilier. Pas de conseil d'administration pour étudier les dossiers des acquéreurs. C'est plus sûr qu'un dépôt à la banque. Le complexe de Sunny Isles, en Floride, appartient au Trump, et il est majoritairement habité par des Russes désireux de blanchir leur argent.
Au moins un tiers des appartements de Sunny Isles ont été vendus à des Russes. Le Tromsø était un des éléments du projet et Alexander Mashkevich a été décrit comme le banquier de Mogilevich. La tour Trump-Bakou est située au cœur d'un quartier post-industriel. C'était une vraie blague de construire à cet emplacement. J'ai cherché qui avait acheté à la Trump World Tower. Et le premier nom russe que j'ai trouvé était Edouard Nektalov. Il était accusé de blanchiment d'argent, allait coopérer avec le FBI et témoigner à charge. Il a été assassiné le lendemain. La source de financement de la tour de Toronto était la VEB et la VTB, les banques jumelles qui gèrent la trésorerie du Kremlin. En général, elles s'engagent dans certains projets parce qu'un homme, Vladimir Poutine, leur dit de le faire. L'ennui, c'est que le projet est directement lié au Kremlin. Je crois que c'est la partie visible de l'iceberg. La fuite des capitaux a atteint 1300 milliards de dollars depuis que Poutine est président. Il y a plus de 30 tours Trump dans le monde. Il existe donc plusieurs milliers d'appartements sur lesquels les journalistes comme moi n'ont pas pu enquêter parce qu'ils appartiennent à des sociétés écrans. Ce sont des sociétés qui ont leur nom sur une boîte aux lettres. Mais la police, le public et la presse ignorent quelles sont leurs activités et qui les dirige. Un appartement à 5 millions peut changer de main 3 ou 4 fois dans l'année et ils auront blanchi 20 millions. Il faut suivre l'argent. Il est clair que la majeure partie provient du commerce de l'énergie entre l'Ukraine et la Russie. Vladimir Poutine tient beaucoup à l'Ukraine, qui a fait partie de la Russie durant des siècles. Selon lui, elle doit revenir dans le giron de la Russie. Poutine s'est employé à saper les démocraties dans le monde entier. Il avait ses candidats pour la présidentielle. Viktor Yanukovych semblait plus enclin à conserver l'Ukraine dans la sphère russe. Sa campagne a été largement financée par la Russie. Son adversaire, Viktor Yushchenko, était pro-occidental et réputé pour sa probité et sa droiture. Yulia Tymoshenko a intégré son équipe de campagne. D'après mon expérience, elle était de loin la plus efficace des ministres ukrainiens. Je l'ai rencontrée lors d'un voyage avec le sénateur McCain, quand je travaillais pour lui en 2004. Elle craignait qu'il tente de tuer Yushchenko. Quelques mois plus tard, il a été empoisonné et a failli mourir. Le poison l'a défiguré, son visage est ravagé, couvert de cicatrices. Je suis sûr que c'était une opération du KGB. Il a dû interrompre sa campagne pendant environ 4 semaines. Résultat, il n'en a été que plus déterminé. Я знаю, що моя країна сьогодні переживає надзвичайно складні часи. Чи зможемо ми з вами отримати перемогу? We want to be a democratic country. We want to live in market economy and not in the Soviet Union Republic. Il y a eu de nombreuses preuves de trucage durant l'élection. À l'époque, les services secrets ukrainiens ont repéré des hackers qui tentaient de pirater l'ordinateur de la commission électorale pour changer les résultats du scrutin. Le taux de participation en faveur de Yanukovych a dépassé les 100%. La commission électorale a ignoré les fraudes qui ont porté au pouvoir le candidat du Kremlin, Viktor Yanukovych. Aux yeux de la plupart des Ukrainiens, l'élection a été volée. Les Ukrainiens en avaient assez et la révolution orange a démarré. La foule s'est rassemblée sur la place centrale de Kiev pour protester contre cette élection truquée. La Cour suprême ukrainienne a exigé un 3e tour.
Les Russes y étaient opposés. Ils avaient bien compris que M. Yanukovych ne remporterait pas des élections libres et honnêtes. Et Yushchenko a été élu président. Il a nommé Timochenko Premier ministre. So this week has a unique feel to it, as we all have the profound privilege of welcoming President Viktor Yushchenko to America. Protection from the regime of mobsters is only matter and cause of your own. So we faced a very simple choice, and it was not a choice between the left and the right. It was the choice between the totalitarian regime and democracy. It was between the future and the past. Selon les propres mots de Viktor Yanukovych, il y aura d'autres troubles. Yushchenko va comprendre ce que signifie vraiment l'opposition. Monsieur Manafort est allé en Ukraine fin 2004. Yanukovych était complètement discrédité. D'après moi, Paul Manafort devait essayer de le réhabiliter. Manafort a longtemps été conseiller politique à Washington. Paul Manafort, stratège de la campagne du président Bush. Bob Dole avait été le dernier à le nommer directeur de campagne. Il a disparu. Nul ne savait ce qu'il faisait. Il est impossible que le gouvernement russe n'ait pas au moins approché Paul Manafort, parce qu'il était très lié avec Yanukovych et que celui-ci était très lié avec le Kremlin. Pour les Occidentaux, le discours de la conférence sur la sécurité à Munich a été un tournant. The United States has overstepped its national borders in every way. Of course, such a policy stimulates an arms race. No one feels safe. Le sénateur Joe Lieberman et moi étions aux places qu'on nous avait attribuées au premier rang. Et chaque fois qu'il prononçait une phrase en russe, il nous jetait un regard, comme ça. Je me demandais ce qu'il lui prenait. I very often hear appeals by our partners to the effect that Russia should play an increasingly active role in world affairs. C'était en 2007. 2 mois plus tard, ils ont mené une cyberattaque contre mon pays parce que nous ne voulions pas de la statue d'un soldat soviétique au milieu de la ville. Nous ne l'avons pas abattu, nous l'avons déplacé pour ne froisser personne. Et pourtant, ils ont considéré ça comme une insulte. Le 9 mai, le jour où les Russes célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale, Internet était inaccessible. Les sites des banques, du gouvernement et des médias étaient saturés. Il était évident que ça venait d'eux. 1 an plus tard, ils ont envahi la Géorgie. Après la chute de l'URSS, la Géorgie était contrôlée par la mafia et des gangs surnommés les voleurs dans la loi. Puis il y a eu la révolution et Mikhaïl Saakashvili est devenu président. Et le pays a connu des changements et des améliorations considérables. L'économie géorgienne était en berne depuis des années. Elle est repartie en flèche. Ils voyaient la Géorgie dans l'OTAN et dans l'UE. Les Russes étaient furieux. Tant que l'OTAN et l'Union européenne forment 2 blocs, ils sont plus grands, plus riches, plus forts et plus puissants que la Russie. Mais réduits à des entités individuelles, ces pays sont bien plus faibles que la Russie. Ils multipliaient les provocations contre les Géorgiens. Ça n'arrêtait pas. Ils voulaient la guerre. Ils ont commencé à dire qu'il y aurait la guerre. Au début à moi, puis à certains dirigeants occidentaux. L'Ouest avait l'air de se chercher des alliés, et les Russes savaient très bien où ils allaient. Après quoi, ils nous ont attaqués. Au beau milieu de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, la Russie a envahi la Géorgie. Wake up, we are attacked.
because we wanted to be free. We are attacked because we wanted to build genuine democracy. If Americans and Europeans don't stand up for their own values, for their own principles, then those principles and values will be in danger today in Georgia, tomorrow elsewhere. La Russie a passé beaucoup de temps à convaincre le monde que les Géorgiens avaient lancé les hostilités. C'était la faute de ce fou dangereux de Saakashvili. Russia has criticized the Western media for what it's called its biased view on the conflict. Not all journalists blame Russia for the conflict. Alex James. I just hope Russia keeps troops in Georgia because the dictator, and we know he was elected under fraud, there in Georgia, has said that he plans, he said it last week, to attack again. Allegation that Georgia would attack Russia is so foolish and outrageous and disgraceful, but it's typical of Vladimir Putin. Les Russes n'ont pas réussi à faire tomber Saakashvili. Leurs relations internationales en ont beaucoup souffert. Et leur armée s'est révélée moins puissante qu'on le croyait. Ils devaient donc repenser complètement les armes de guerre politique à leur disposition. Ils ont augmenté leur financement aux partis nationalistes et suprémacistes blancs d'extrême droite. Dans une démocratie, la bataille se mène dans l'opinion publique. Ils doivent donc mobiliser les groupes d'affinité, des militants qui refusent la mondialisation, craignent l'immigration et sont xénophobes. Les Russes exploitent ces peurs dans leurs opérations de désinformation. Attention, vous n'êtes pas protégés contre les crises migratoires, les changements sociaux. Gazprom et d'autres sociétés ont acheté des filiales locales pour se donner une image moins russe. Gazprom est la plus grande compagnie gazière mondiale. Et ses ressources sont utilisées pour permettre à l'État russe de réaliser ses objectifs politiques. La collusion entre l'économie et la politique aboutit à la captation de l'État. Le gouvernement national ne peut plus prendre de décisions non conformes aux intérêts de la Russie. Il vaut mieux dépenser son énergie à faire élire un gouvernement pro-russe qu'envoyer l'armée envahir le pays. L'oligarque Ivanishvili était le plus gros actionnaire privé de Gazprom Russie. Il a soudain annoncé qu'il entrait en politique pour se présenter contre nous. Les gens le prenaient pour un homme d'affaires indépendant qui avait brillamment réussi. Personne ne voulait croire à ce qu'il était en réalité, le prête-nom du pouvoir russe en Géorgie. La campagne présidentielle de 2012 a atteint un sommet de bassesse, d'hostilité et de violence. Ils avaient pour mot d'ordre « falsifier ce que vous voulez, mais truquer les élections ». Ensuite, ils répandaient leurs mensonges dans la rue. Ils parlaient beaucoup de poursuites judiciaires. S'ils gagnaient, ils mettraient l'ancien gouvernement en prison. C'étaient tous des criminels. Ça volait très bas. Saakashvili n'était pas géorgien, mais arménien. Les Russes sont coutumiers de cette technique. Ils discréditent la personne en faisant croire qu'elle n'est pas sincère, qu'elle n'appartient pas à la communauté. Puis c'est repris par d'autres médias et ça se propage dans les médias sociaux. Et les gens finissent par y croire. Les parrains de la mafia russe ont aidé à organiser des troubles généralisés. Nos téléphones étaient sur écoute, surtout les appels de l'étranger. S'il se passait quelque chose en Géorgie, ils avaient des enregistrements. Un parti géorgien pro-russe n'aurait jamais été populaire, et Ivanishvili le savait. Il diffusait donc un nouveau message. Ce serait bien d'améliorer nos relations avec la Russie. Et environ 2 semaines avant le scrutin, ils ont sorti la première des vidéos de torture dans les prisons. Les images étaient terribles. Après le choc initial, elles ont été étudiées en détail. Et il s'est avéré que c'était une mise en scène. On a découvert qu'elles avaient été tournées par un type connu pour ses relations avec les services secrets russes. Mais trop tard. Le président Saakashvili a reconnu sa défaite lors de législatives très serrées. 65 anciens hauts responsables ont été arrêtés, poursuivis et condamnés. Saakashvili sera arrêté s'il retourne en Géorgie. Et l'argent russe s'est remis à couler en Géorgie.
Ivanishvili tire toute sa fortune de ses relations avec le Kremlin. Il ne sera jamais libre de ses décisions. Poutine a dit au Conseil de sécurité nationale que les législatives géorgiennes étaient leur opération la plus réussie. Ils ont appris que tout régime démocratique est vulnérable à ce type d'ingérence. La corruption, les campagnes de désinformation et la calomnie fragilisent l'adversaire. Peu importe la puissance de son économie ou de son armée, ce qui compte, c'est son état d'esprit. Poutine a fait la même chose en Ukraine. L'Ukraine dépend principalement de la Russie pour le gaz naturel. Les ventes n'étaient pas faites directement par Gazprom. Il y avait toute une série de sociétés intermédiaires apparemment contrôlées par un certain Dimitri Firtash. Dimitri Firtash, un oligarque pro-Poutine, travaillait avec Mogilevich, le chef du crime organisé. Ils ont détourné des milliards de dollars à Gazprom. Firtash était très proche de Vladimir Poutine et Paul Manafort était associé avec Firtash. Le nom de Manafort circulait à voix basse parmi les politiciens ukrainiens. C'était l'éminence grise dans les coulisses. Il orchestrait tout. Il était considéré comme le lien entre le Kremlin et le parti pro-russe, le défenseur des intérêts politiques de la Russie. La Russie achetait toute la production de gaz par l'intermédiaire des oligarques. Les livraisons à l'Ukraine ont été interrompues. C'est terrible de tuer quelqu'un par balle. Mais n'est-ce pas aussi terrible de couper le chauffage en plein hiver? En 2009, après 2 semaines de négociations, Poutine et Timoshenko ont signé un accord et les livraisons ont repris. L'élection présidentielle promet un final palpitant. Dans le camp orange, la première ministre sortante pro-occidentale, Yulia Tymoshenko. Dans le camp bleu, le leader de l'opposition pro-russe, Viktor Yanukovych. Manafort a ripolliné l'image politique et privée de Yanukovych pour le rendre plus acceptable. Lorsqu'il a refusé un débat télévisé, elle a parlé face à une tribune vide. Viktor Yanukovych revendique la victoire à la présidentielle ukrainienne. Une fois Yanukovych au pouvoir, Tymoshenko a été poursuivi, entre autres pour cet accord gazier. Elle a comparé le procès à une mascarade stalinienne. All this was staged in advance at the president's administration to eliminate the opposition. C'était peut-être un mauvais accord, mais certainement pas le crime dont le gouvernement de Yanukovych l'accusait. Les opposants à Tymoshenko scandent « En prison, en prison ». Elle est condamnée à 7 ans de détention et à rembourser 200 millions de dollars. Madame Tymoshenko a entamé une grève de la faim pour dénoncer les violences dont elle est victime en prison. Des documents saisissants ont été dévoilés au cours d'un procès intenté par l'ancienne première ministre d'Ukraine. Il concernait le rôle de Paul Manafort, ses relations commerciales et ses transactions immobilières avec l'oligarque russe Dimitri Firtash. En fait, il ne traitait pas avec un, mais avec 2 oligarques russes. Dimitri Firtash, qui était mis en examen par la justice américaine, et Deripaska, interdit de territoire aux États-Unis parce qu'il était soupçonné de lien avec le crime organisé.
Paul Manafort a signé un contrat avec Oleg Deripaska pour promouvoir les intérêts du Kremlin. Poutine a dit à Deripaska, je cite, « Manafort est notre homme ». Manafort a acquis son appartement à la Trump Tower en 2006. On imagine facilement les milliards de dollars détournés du commerce gazier russo-ukrainien passé par Firtash et finir dans les poches de Manafort et de Russes ou d'Ukrainiens qui achetaient des appartements dans les tours Trump. La Russie emploie 3 tactiques principales pour déclencher des mesures actives. La propagande, les cyberattaques et un 3e pilier moins connu, recruter des agents d'influence et, dans certains cas, les présenter aux élections. Les agents secrets russes travaillent à temps plein. Et il y en a sans doute plus d'1 millier aux États-Unis. Le FBI fait de son mieux pour les surveiller, mais ils sont trop nombreux. Et franchement, les ressources sont très limitées. Quand je m'occupais d'un dossier, je devais décider quel jour l'équipe de surveillance du FBI devait suivre ma cible. We had no idea. They just seemed like a nice, quiet family. Qu'on les considère comme des agents russes ou des Russes œuvrant à la désinformation, ils sont plus nombreux que les effectifs des forces armées. 1 millier? Certains savent qu'ils espionnent pour les services secrets russes. Ils savent ce qu'ils font. D'autres ne savent pas exactement à qui ils ont affaire. Ils peuvent être banquiers, financiers, à la périphérie du gouvernement et agir selon la volonté du Kremlin. Tous les gros bonnets du crime organisé russe qui venaient à Manhattan achetaient un appartement dans la Trump Tower. Ils y dirigeaient des salles de jeu et des réseaux de prostitution. Toutes les enquêtes menaient systématiquement à Trump. Christopher Steele est un ancien du MI6, spécialiste de la Russie. Il était chargé d'une mission d'ordre général sur M. Trump et la Russie, et il a découvert un vaste réseau de relations entre les deux. Il était très estimé. Il aurait même travaillé pour le FBI. Il les a aidés à monter les dossiers sur la FIFA. Coup de filet anticorruption dans le monde entier. C'est l'aboutissement de 3 ans d'enquête du FBI. Il a résolu l'affaire et leur a donné accès aux témoins clés qui leur ont permis d'obtenir des résultats assez spectaculaires. Alexandre Litvinenko était un ancien agent du FSB. Il a demandé asile à Londres et a commencé à travailler pour le MI6. Christopher Steele était son officier traitant. Litvinenko essayait de dévoiler les liens étroits entre Vladimir Poutine et Semyon Mogilevich, le boss de la mafia russe. Il a fini empoisonné au polonium, un assassinat qui mettait directement en cause la Russie. Ainsi, quand M. Steele a été engagé par les Clinton pour enquêter sur Donald Trump, il en savait déjà beaucoup. Le dossier contenait une série de rapports de la main de Steele. Toutes ces allégations se classent dans l'une de ces 3 catégories. Pas encore prouvé, avéré et fausse en raison d'erreurs de transcription ou de translittération. D'après les sources de Christopher Steele, la Russie avait retourné Trump depuis de nombreuses années. J'ai été amené à rencontrer Steele dans le cadre de mes fonctions. Je travaille avec des gens à qui je peux me fier. Oui, je lui faisais confiance et c'est encore le cas. Look at Putin, what he's doing with, I mean, you know, what's going on over there. I mean, this guy has done, whether you like him or don't like him,
He's doing a great job in rebuilding the image of Russia and also rebuilding Russia, period. Poutine cherchait un vernis de légitimité démocratique, mais il n'avait pas le choix. La constitution russe interdit au président de briguer un troisième mandat. Il a alors trouvé un membre de son cercle rapproché qui a accepté d'être président, tandis qu'il serait Premier ministre. He is someone who is obviously being installed by Putin, and it raises serious issues about how we're going to deal with Russia going forward. Poutine affronte ce que j'appelle le problème du roi Lear, l'incapacité à se résoudre à une vie paisible après avoir été roi. Mais les conventions constitutionnelles ont été respectées. Разные люди склонны западать на разные вещи. Говорят, что самая большая зависимость от власти. Quand Poutine a fait son retour à la présidence, c'était l'événement le moins surprenant qu'on ait vu depuis longtemps en Russie. I mean, you can imagine the conversation with Putin. Vladimir, you think you'd like to be president again? I think I've heard that. L'élection a été clairement irrégulière, illégitime. Je l'ai dit au nom des États-Unis. We've just witnessed a flawed Duma election in Russia, including efforts to halt the election monitoring. And Russian voters deserve a full investigation of electoral fraud and manipulation. Je n'étais pas la seule à le penser. Les manifestations les plus importantes de son mandat ont éclaté. Il criait « Poutine voleur !» Ce qui le terrifiait à cause de la révolution orange. À cause des soulèvements qui avaient eu lieu dans certains pays de l'ancienne Union soviétique, où les gens souhaitaient mieux qu'une autre forme d'autocratie. Je vous parie que 9 manifestants sur 10 avaient moins de 25 ans. Ils refusent ce genre de gouvernement. Ils veulent ressembler aux Européens. À mon avis, Poutine verra d'autres manifestations. Ensuite, il m'a attaqué. Il m'a accusé d'avoir provoqué ces manifestations alors qu'elles venaient de la base. Poutine le lui a reproché publiquement, en privé aussi d'ailleurs. She set the tone for some of the activists inside our country, gave them a signal. They heard this signal and started active work with support of the US State Department. Je soupçonne Poutine, comme Staline, de juger les autres à l'aune de sa propre personne. C'est un cynique qui ne comprend que le pouvoir. Il a dû supposer que nous l'étions autant que lui et que nos déclarations de soutien à la démocratie étaient des paroles en l'air. Il est persuadé que nos actions en Russie visent à le déstabiliser et il considère que les militants démocrates sont manipulés par l'étranger. C'est un coup d'Hillary Clinton ou de Condoleezza Rice. Il ne croit pas du tout, mais la culture du KGB est profondément ancrée en lui. Durant la guerre froide, il trouvait un agitateur dans un pays donné et s'alliait avec lui. Nous intervenions alors pour tenter de court-circuiter la personne et vice-versa. Mais ça sert surtout à conserver l'adhésion des Russes. Mes relations avec lui étaient difficiles et exigeantes, parce que j'étais exigeante avec lui. It's better not to argue with women. But Mrs. Clinton has never been too graceful in her statements. When people push boundaries too far, it's not because they are strong, but because they are weak. But maybe weakness is not the worst quality for a woman. Au cours de nos réunions, il essayait de prendre l'avantage de façon très calculée. Il me regardait de haut, avec dédain, le gosse qui s'ennuie à l'école. Devant la caméra, il critique les États-Unis. Hors caméra, il a l'air désireux de vous parler. Il étale sa virilité. Poutine n'a jamais établi de relation de travail avec Hillary Clinton. Son soutien aux manifestants russes en décembre 2011 l'avait beaucoup contrarié et il cherchait à se venger. Si vous utilisez l'élite de manière ciblée, vous pouvez atteindre vos objectifs sans l'appui populaire. L'argent était l'outil de recrutement. D'énormes sommes affluent chez Trump.
Il est difficile d'imaginer que c'est par simple générosité. Toutes ces banques américaines lui coupent ses marges de crédit et cessent de traiter avec lui. Et un établissement s'engouffre dans la brèche pour devenir son prêteur attitré, la Deutsche Bank. Pour la plupart des banquiers occidentaux, c'était de la folie. Il leur fait de fausses déclarations, il les menace, il les poursuit, il ne rembourse pas l'emprunt et il reproche le tout à la Deutsche Bank publiquement. Mais la banque lui reste loyale jusqu'au bout. Mieux, elle accorde des emprunts à son gendre, Jared Kushner. La Deutsche Bank avait déjà payé une amende pour avoir participé au blanchiment d'argent russe. L'établissement paiera une amende de plus de 600 millions de dollars pour ses liens avec un réseau de blanchiment russe. Quand le scandale a éclaté, le PDG de la Deutsche Bank a été renvoyé. Il est devenu PDG de la Banque de Chypre. Un des établissements financiers qui leur servent à blanchir l'argent. Et qui l'a engagé comme PDG de la Banque de Chypre? Wilbur Ross, un fidèle de Donald Trump, son secrétaire au commerce. La pratique du surpaiement fait partie intégrante des méthodes russes. Le roi de la potasse, Dimitri Rybolovlev, achète une propriété plus du double de ce que Trump l'a payé. À l'époque, les États-Unis traversaient une crise financière largement imputable au marché immobilier. A-t-il payé trop cher parce que Trump est un redoutable négociateur ou y a-t-il anguille sous roche? Il n'y a jamais séjourné. La transaction semble donc être rien moins qu'une couverture pour injecter tranquillement 100 millions de dollars dans les comptes de Trump. Le même Rybolovlev est également l'un des principaux actionnaires de la Banque de Chypre avec Wilbur Ross. En 2013, il y a eu une descente à la Trump Tower dans un cercle de jeu clandestin dirigé par un certain Taiwan Chick, un mafieux lié à Semyon Mogilevich. 29 personnes ont été mises en examen, mais Taiwan Chick s'est enfui en Russie. Curieusement, Taiwan Chick a réapparu cette année-là au concours Miss Univers organisé par Trump avec Aras Agalarov. Un oligarque milliardaire surnommé le bâtisseur de Poutine parce qu'il a mené à bien des chantiers pharaoniques pour le Kremlin. Il a été décoré par Poutine en personne. Donald Trump a choisi Moscou pour le concours Miss Univers. Nous aurions intérêt à savoir qui il a rencontré au cours de ce voyage et s'il a parlé à Vladimir Poutine. Trump a fait une allocution au cours d'un déjeuner avec de nombreux dirigeants d'entreprises. Et il y a eu l'anniversaire d'Aras Agalarov. Il apparaît même dans un clip vidéo de l'héritier de la famille Galarov. Un compromat, c'est une information gênante qui vous met sous la coupe d'un tiers. L'argent, le sexe, tout est bon pour vous piéger. C'est un fait. Ils torpilleront leur propre système de pot de vin pour faire chanter un individu et le tenir. Selon la rumeur, Trump aurait participé à des parties fines à Moscou. Il serait compromis. If I could offer you a check for $10 billion. Billion? But the deal is you can't have sex for the next 10 years. What would that include my wife? És odaadta a névjegykártyáját a privát számával, és elmond, hányas szobában lakik, és úgy hívják, hogy Donald Trump. This would be my form of alcoholism. Sergei Milian apparaît lors des négociations de Trump en Russie, et en tout cas lorsqu'il séjourne à Moscou. Il en sait beaucoup sur ce qui se passait durant ses visites,
ses rencontres avec des prostituées et le reste. You know, I was in Moscow a couple of months ago. I owned the Miss Universe pageant. And they treated me so great. Putin even sent me a present, beautiful present with a beautiful note. L'une des sources des informations contenues dans le rapport de Steele pourrait être Milian. Ce n'est pas sûr, mais les descriptions correspondent. He likes Russia because there's money to be made there. He likes Russia because he likes beautiful Russian ladies. But I hear Il paraît qu'il ne s'est pas arrêté aux Golden Showers. Il y a eu des actes encore plus tordus. Trump n'est resté que 2 jours et 1 nuit. Son séjour devait être plus long, mais la réception pour les 95 ans de Billy Graham avait lieu en Caroline du Nord et il voulait y assister. Pourquoi? Parce qu'il se préparait à briguer la présidence. To be honest, the question was just asked. It was asked many times today at the Miss Universe contest. They're saying, would you run? And it's just too soon to say. Do you have a relationship with Vladimir Putin, a conversational relationship, or anything that you feel you have sway or influence over his government? I do have a relationship, and I can tell you that he's very interested in what we're doing here today. He's probably very interested in what you and I are saying today, and I'm sure he's going to be seeing it in some form, but I do have a relationship with him. About Russia, you were asked yesterday if you've ever spoken to Vladimir Putin, and you said, I don't want to say. Yeah, I have no comment on that. No comment. I was in Russia. One of the things people like about you is to answer any question. Because if let's assume I did, perhaps it was personal. You know, I don't want to hurt his confidence. He's done a very brilliant job in terms of what he represents and who he's representing. Viktor Yanukovych était en pourparlers pour un accord d'association avec l'Union européenne. Mais après une visite à Moscou, il a compris qu'on ne voyait pas cela d'un bon œil. Il est rentré en Ukraine et a décidé de ne pas poursuivre. La population a envahi la place centrale de Kiev pour exiger que l'accord soit signé et non remplacé par une coopération avec la Russie. Il ne manifestait pas uniquement pour l'association avec l'Union européenne, mais contre Viktor Yanukovych et sa façon de diriger le pays. Une semaine plus tard, la police est intervenue. En 2 heures, elle a fait couler plus de sang que durant toute la révolution orange de 2004. Et chaque jour, Yanukovych était plus répressif, plus sanguinaire. Il tirait dans la foule, dans certains cas directement à la tête, comme des tireurs d'élite. Il a dû y avoir une centaine de morts. Il a mis tout le pays en rage. Yanukovych se moque des appels à la démission. Je ne quitterai pas l'Ukraine, je n'irai nulle part. Il est monté en voiture et il est parti. Il s'est enfui en Russie. Manafort était toujours son conseiller. I don't think that Yanukovych was the pro-Putin person that he's reputed to be. And if you look at what... Well, he ended up in Moscow. Well, yeah. Le président destitué est recherché pour meurtre de masse. Le Parlement ukrainien se demandait quoi faire. Le Parlement a voté la libération de la leader de l'opposition, Yulia Tymoshenko. Today you have an open road to build Ukraine the way you want. That is why you must stay here until the person you trust is elected in an honest way. Les Russes ont paniqué. Un plan d'invasion de la Crimée dormait dans un coffre quelque part. Ils l'ont mis en œuvre. Peu après, on a vu arriver des gens qui étaient de toute évidence des soldats de métier. Ils portaient des tenues de combat russes, mais sans un signe pour les identifier. Les Ukrainiens les appelaient les petits hommes verts.
C'étaient des forces des opérations spéciales et des agents du renseignement. C'était peut-être le début d'une invasion en bonne et due forme. Les séparatistes pro-russes ont abattu l'avion malaisien et tué plus de 100 passagers néerlandais. Au départ, les séparatistes ont revendiqué l'attentat. Le péché impardonnable, c'est que Poutine a menti. Il a laissé entendre que c'étaient les Ukrainiens ou la CIA, un tas de provocations injurieuses. L'Union européenne en a eu assez. Elle s'est jointe à nous pour imposer des sanctions économiques. Les Russes ont été surpris et leur économie a été durement touchée juste au moment où les prix du pétrole chutaient. C'était un double coup dur. Comment répondre à la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, l'effondrement de l'Union soviétique, en essayant de précipiter l'effondrement du système occidental au XXIe siècle? Si vous ne pouvez pas le détruire militairement, vous le ferez de l'intérieur. En créant des failles et en les exploitant, de sorte que l'électorat est tellement divisé qu'il ne croit plus le gouvernement. Fondamentaux de la géopolitique est un classique en Russie. Les militaires et les services spéciaux le consultent et appliquent ces principes dans toutes leurs campagnes. La Russie a contribué à unir la droite alternative. Certains médias, comme InfoWars ou Breitbart, capitalisent sur ces divisions et les encouragent dans leur propre intérêt. I'd like to punch him in the face, I'll tell you. Knock the crap out of him, would you? Seriously. You gotta look like an NFL football player. No, they took him out, and I'll tell you what, it was really amazing to watch. Bye, go home to mommy. But if we get a little bit rough in taking him out, oh, we're terrible people. It's one of the many reasons our country's going to hell. Et c'est tout bénéfice pour au moins un pays. Voir ce candidat, au demeurant insolent, se transformer en flatteur servile dès que le nom de Poutine était prononcé, ne me disait rien qui vaille. Putin has done an amazing job of showing leadership, whether it's a noble cause or not. Let's not discuss that. He is now the world leader. I respect Putin. He's a strong leader, I can tell you that. Unlike what we have a pathetic leader. I think in terms of leadership, he's getting an A. As far as Pour un individu qui fait peser une menace sur le monde, chez qui j'ai été incapable de détecter le moindre sens moral, la note F n'est pas assez basse. Il répétait que la Russie souhaitait améliorer nos relations. C'est très bien de s'entendre avec les gens, mais ce n'est pas une politique. Le plus remarquable, c'est l'absence de toute critique. Il disait certaines choses qui ressemblaient beaucoup aux arguments avancés par les médias russes. The fact that Ukraine has not published radar data leads us to the conjecture the missile, if it was a Buk, was launched from territory under the control of the Ukrainian military. It was a Russian-made Buk missile that took down that plane. Would you hold Putin and Russia accountable? Would there be sanctions? Well, you know, they say it wasn't them. It may have been their weapon, but they didn't use it. They didn't fire it. They even said the other side fired it to blame them. He never provided his original birth certificate. What he provided was a photoshopped computer image of something that was issued only in 2007. A certificate of live birth is not even signed by anybody. I saw his. I read it very carefully. They're voting for peace on planet Earth if they vote for Trump. But if they vote for Hillary, it's war. Now Hillary Clinton wants to confront nuclear-armed Russia. That could very well lead us into World War III. Mr. McCain was taken prisoner in Vietnam and was put not just in jail, but in a pit. He sat there for several years. Anyone would go nuts after that. He's a war hero because he was captured. I like people that weren't captured, okay? I hate to tell you. Le 27 avril, Donald Trump a prononcé un important discours de politique étrangère à Washington. Le Center for American Interest, un laboratoire d'idées très proche du Kremlin, a joué un rôle majeur dans la rédaction de ce discours qui regorgeait de propagande russe. We can upgrade NATO's outdated mission and structure grown out of the Cold War
I am skeptical of international unions. The U.S. must be prepared to let these countries defend themselves. Some say the Russians won't be reasonable. I intend to find out. Quand Manafort est devenu son directeur de campagne, un pop-up s'est soudain ouvert sur mon ordinateur pour me prévenir que j'étais dans le collimateur de hackers d'un pays tiers. J'étais donc une cible. C'était la première fois. Les Russes ont mené une campagne de piratage pour interférer dans les élections américaines. Cette information faisait partie du dossier avant qu'elle ne soit rendue publique où que ce soit. Toutes les élections en Europe de l'Est ont fait l'objet de mesures actives. Personne ne pensait que ça arriverait aux États-Unis jusqu'à ce que ça arrive. J'ai été surpris comme tout le monde. Mais avec le recul, il est évident qu'on aurait dû savoir qu'un événement de ce genre se produirait. La Russie, c'est 1,6% de l'économie mondiale. C'est très peu, mais elle est très centralisée. Et quand l'État concentre ses ressources pour atteindre un but, ça marche. Les Russes ont lancé une vaste campagne de piratage. Elle a débuté autour d'août-septembre 2015 et s'est poursuivie durant le printemps et jusqu'à l'été 2016. Des milliers d'Américains ont été touchés. Ils s'en prenaient à toutes les cibles possibles, personnalités des médias, hommes politiques, représentants du gouvernement actuel et du précédent. C'est le carburant qui a alimenté l'opération d'influence de 2016. Deux de mes collaboratrices traitaient le courrier de ma messagerie personnelle. L'une d'elles a reçu un avis de tentative de hameçonnage suite à une erreur de communication. Un spécialiste de la sécurité de la campagne lui a suggéré de changer de compte email. Elle a donc cliqué sur le lien et mon compte personnel a été piraté. Les gens ont vu que les Russes se livraient à ces activités dangereuses et inquiétantes qui infectaient notre système électoral. Des fonctionnaires se sont aperçus qu'ils s'introduisaient dans les bases de données des listes électorales. Ils ont tenté de pénétrer dans 26 États. C'est troublant. Le secret pour truquer une élection sans laisser de traces, c'est la liste des électeurs. Il suffit d'appuyer sur une touche d'ordinateur. Ça faisait très peur aux hauts responsables de la Maison-Blanche. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte de l'énormité de la campagne d'influence russe. Cette attaque contre un principe fondateur, une élection libre et démocratique, aurait dû nous alarmer. Les Russes se fichaient qu'on s'en aperçoive. C'était nouveau. Ils ont volé les données, soyons clairs. Je n'aime pas le mot piratage. C'est du vol. C'est la même chose que s'ils s'étaient introduits chez moi pour me prendre quelque chose. Le problème, c'est que la plupart des Américains n'y pensent pas dans ces termes. C'était le jeu du mensonge plausible. On l'entend même dans les déclarations de Poutine. If they are patriotic, they contribute in a way they think is right to fight against those who say bad things about Russia. Si des membres de l'équipe Trump étaient de connivence, ils risquent fort d'être poursuivis parce que des délits graves ont été commis en 2016 pour influencer les élections américaines. Quand il a été clair que Trump gagnerait les primaires, les Agalarov ont brusquement refait surface. Non seulement ils soutenaient Trump, mais ils le faisaient avec la bénédiction et l'appui du gouvernement russe. Et ils ont promis de livrer des informations préjudiciables à la campagne d'Hillary Clinton. Donald Trump Jr. a répondu par mail « Super, j'adore ». On voit là ce qui semble être une preuve de collusion. Donald Jr. a transféré les courriels à Paul Manafort, le directeur de campagne, et à Jared Kushner. Tous deux ont assisté à la réunion.
Il est très facile d'entrer dans un complot. Même s'il n'y a eu qu'un accord tacite pour le mettre en œuvre, ils sont cuits. C'est totalement illégal. Dès le début de la campagne, on a pressé Trump de donner la liste de ses conseillers en politique étrangère et le deuxième nom qu'il a cité était Carter Page, docteur S quelque chose. Personne ne le connaissait. Il avait travaillé pour Merrill Lynch à Moscou. C'était un des investisseurs de Gazprom et un ardent défenseur du gouvernement de Poutine. Il critiquait les sanctions. Il s'est rendu à Moscou avec l'aval de l'équipe de campagne en tant que conseiller principal de Trump. Washington and other Western capitals have impeded potential progress through their often hypocritical focus on ideas such as democratization, inequality, corruption and regime change. D'après Steele, Carter Page aurait rencontré Igor Sechin, le patron de Rosneft, le géant du pétrole russe. Et il se trouve que celui-ci est très proche de Vladimir Poutine. Sechin était son meilleur ami dans les services secrets. Ils ont élaboré un plan pour faire lever les sanctions sur la Russie. En retour, quand Rosneft vendrait des parts, une énorme partie, je crois que c'était 19%, serait détournée. Ça aurait pu être un autre moyen de faire passer des sommes colossales à Donald Trump ou sa famille. Les alliés européens des États-Unis recevaient des informations sur des échanges entre des personnalités liées à la campagne Trump et des agents d'influence russes. Ils étaient très inquiets. La Maison-Blanche a demandé une déclaration bipartisane disant que les Russes tentaient d'interférer dans l'élection. Les républicains ont refusé. Quand je travaillais comme directeur politique des Républicains à la Chambre des représentants, j'ai participé à de nombreuses discussions. L'une d'elles a eu lieu le 15 juin et un dirigeant s'interrogeait sur la relation compromettante de Trump avec Poutine. C'était une allégation très grave, mais tout le monde le pensait. Les ténors avaient peur d'affronter Trump, de crainte de se faire attaquer par son armée de trolls russes. Au moment de la convention, on commençait à voir que les Russes agissaient en sous-main. Michael Flynn est devenu le principal conseiller à la sécurité nationale de Trump. Du point de vue du contre-espionnage, le schéma établi par Flynn m'inquiète. À Moscou, il est assis à côté de Poutine à un dîner sponsorisé par la chaîne RT. C'est comme aux États-Unis, on ne s'assoit pas par hasard à côté du président. Il reçoit de l'argent des Russes, de RT, qui est l'arme de propagande du Kremlin, mais il le nie. You'd have to ask the folks that went over there to No, I'm asking you. You know if you were paid. Yeah, I didn't take any money from Russia, if that's what you're asking me. Well, then who paid you? My Speaker's Bureau. Le bureau des conférenciers, c'est simplement l'intermédiaire de l'organisation qui paie l'orateur. Flynn a donné la même réponse quand il essayait d'obtenir son habilitation de sécurité. Durant cette convention, le bureau politique des Républicains a fait une chose pratiquement inédite. Il a banni une disposition soutenant l'Ukraine contre la Russie. J'étais sûr qu'elle serait incluse dans notre programme. Elle l'était avant. Tout d'un coup, elle a disparu. D'après J.D. Gordon, c'était à la demande de l'équipe Trump. Cela fait partie de ce scandale que nous devons tirer au clair. Pourquoi le Parti républicain
irait-il retirer une disposition qui aide des gens qu'on a massacrés et envahis à se défendre? Intéressant. La convention venait de commencer quand les premiers emails sont sortis. Ça venait des Russes. Ils étaient en contact avec Julian Assange de Wikileaks. Et les courriels ont été publiés pour favoriser Trump et salir Hillary Clinton. À sa création, Wikileaks n'avait sans doute pas l'intention d'influencer l'élection de 2016. Est-ce que ça a été son but après qu'Assange a annoncé qu'il voulait nuire à Hillary? Bien sûr, il l'a dit lui-même. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Ces hackers s'activaient dans le système des démocrates. Et on le sait aujourd'hui, dans celui des républicains aussi. On publiera les documents gênants piratés chez les démocrates, mais on ne publiera pas ceux piratés chez les républicains. Il y en avait de bien plus dommageables pour Manafort, et ils ne les ont pas sortis. Ils ont révélé plein de contacts personnels. L'équipe a été harcelée de coups de fil. Au fur et à mesure, on a appris que Trump les avait invités à pirater mon ordinateur. Il laisse échapper des propos qui me paraissent presque, en tant que procureur, des aveux déguisés. Russia, if you're listening, I hope you're able to find the 30,000 emails that are missing. Si vous êtes de mèche avec les Russes, si vous les poussez à vous avantager et que vous voulez leur indiquer comment faire, I think you will probably be rewarded mightily by our press. voilà une bonne suggestion. Mais en l'occurrence, elle est faite à la vue de tous, en plein jour. C'est assez curieux. La campagne était terminée, Bernie avait perdu. J'aidais à traiter les pages Facebook ici en Californie et j'ai vu apparaître des gens bizarres. Leurs commentaires venaient de sites qui avaient l'air américains, mais en grattant un peu, je me retrouvais souvent en Europe de l'Est. C'était de la propagande. Tout était faux et violemment anti-Hillary. Et il y avait plus d'une page. Les Latinos pour Sanders, la Pennsylvanie, le Wisconsin, le Michigan pour Sanders. C'était sans fin. Pendant qu'on développait les aspects positifs des médias sociaux et de la technologie de l'information, la Russie cherchait comment les exploiter à son profit. Et elle a été très efficace. Les médias sociaux et les chaînes comme RT leur donnent accès à un public occidental qu'ils ne pouvaient pas atteindre il y a 35 ou 40 ans. Leurs prédécesseurs seraient jaloux des techniques dont ils disposent. L'État russe utilise le net pour influer sur les événements de façon assez complexe. Il y a des opérateurs, des trolls, mais surtout de la désinformation numérique. Des comptes d'utilisateurs qui sont des algorithmes. C'est l'évolution de l'intelligence artificielle online. Les Russes ont réussi à duper Google. Avec suffisamment de bots, on atteint le haut de la page de recherche. Dès qu'ils repèrent un groupe dissident, ils le testent. Et quand ça marche, ils l'exploitent, ils y vont à fond. Ils sont présents dans les manifestations antiracistes et dans le mouvement opposé, dans tous les groupes antigouvernementaux ou suprémacistes blancs, nationalistes, contre l'Europe, contre l'OTAN, contre l'immigration. Ils soutiennent l'extrême droite et l'extrême gauche pour polariser la vie politique. Poutine peut alors distiller ses mensonges dans chaque camp puisqu'ils se détestent. Il est plus difficile aux Américains de combattre cette influence s'ils sont divisés. Les Russes savent que les Occidentaux sont positivistes. En tout cas, c'est ce qu'on dit, et je ne peux pas le réfuter. C'est peut-être vrai. Les Russes savent que c'est typique des Occidentaux. Ils nous voient arriver, vous pouvez en être certain. Les Occidentaux sont paresseux, ils ne font pas de recherche. Les Russes les font à leur place et ils savent les emballer et les alimenter avec.
La Russie commence par gagner les esprits, puis les oriente. C'est très différent de l'approche américaine, car nous sommes impatients. On crée des photos, des bios qui semblent venir de sites connus, parce que les gens croient plus facilement ceux qui leur ressemblent, qui parlent comme eux. On suit les membres de ce groupe, on retweet leurs messages, on leur fait baisser la garde pour qu'ils acceptent l'influence russe. Avec le temps, on peut insérer le contenu qu'on désire. Dans cet immeuble de Saint-Pétersbourg, une ancienne employée a filmé une armée de trolls en caméra discrète. The US elections are the key issue for the Kremlin, and of course Russia has invested a lot of effort into them. It's so sophisticated and adapted for the tastes of internet users that it's almost impossible to recognize. Il y a des quotas stricts. En 1 heure, il faut poster 28, 30 commentaires sur les sites. C'est vraiment du travail de bureau. 12 heures par jour à encenser le Kremlin et tacler ses ennemis. Moi-même, j'ai plusieurs trolls à mes basques. Chaque fois que je parle de l'annexion illégale de la Crimée, je reçois une tonne de critiques. Quand une interview comme celle-ci paraît sur Internet, je reçois des messages de trolls à son sujet. Ils visent à vous faire taire, à éliminer l'opposition. Ils menacent de porter plainte, par exemple, car rien n'effraie plus les Américains qu'une menace de poursuite. Si vous opérez en Europe, plus vous êtes près de Moscou, plus votre vie est en danger. Ils peuvent essayer de vider vos comptes bancaires, et s'ils ont accès à votre vie privée, ils ciblent votre famille. Ils inventent des histoires et les propagent pour détruire votre réputation. Ils postent une idée, une calomnie, un mensonge. Ça pousse tout seul, inutile de faire de la propagande, le public s'en charge. Seth Rich, qui travaillait pour l'équipe Clinton, a été retrouvé mort. On racontait que c'était lui qui avait volé les courriels du comité démocrate, mais il n'y avait aucune preuve. Le meurtre n'est toujours pas résolu. Pourtant, la droite alternative et des groupes comme Wikileaks ont fait circuler cette rumeur, au point qu'un ambassadeur russe a déclaré qu'il n'y avait pas de fumée sans feu. Le doute plane et c'est votre meilleure couverture. Parfois, les plus outranciers sont ceux à qui on ne veut pas faire l'honneur de répondre. Mais j'ai appris que c'était une position dangereuse. John Podesta dit « Allons manger une pizza » et on découvre brusquement un réseau pédophile opérant au sous-sol d'un restaurant qui n'a pas de cave. Résultat, un homme qui avait lu cette fake news a décidé de faire justice. Il a débarqué à la pizzeria en tirant au fusil. Ça n'aura jamais de fin. En 2013, ils commencent à comprendre le pouvoir de cette influence. En 2014, ils développent leurs capacités. En 2015, il s'agit de gagner de l'audience pour qu'en 2016, ils puissent s'attaquer à la présidentielle. Les messages étaient 1. Hillary Clinton ne doit pas être élue. 2. Trump nous réconciliera avec la Russie, c'est un grand leader et un nationaliste comme Poutine. 3. Bernie Sanders a été traité injustement, boycottez les primaires. Les Russes, dans la lignée des médias d'extrême droite, créaient des fake news pour engendrer la peur. L'une n'attendait pas l'autre. Hillary Clinton a une maladie grave, la sclérose en plaques. Elle va causer une guerre nucléaire. A tué 30 personnes. Finance Daesh, fait du trafic. Peu fiable. Pédophilie. Malhonnête. C'est le diable au féminin. Des mensonges totalement effarants. Nos valeurs représentent notre plus grande force, la liberté d'expression, une société ouverte, la démocratie, mais elles peuvent également être une de nos plus grandes faiblesses. À vrai dire, nous n'avions pas pleinement conscience des ravages qu'ils provoquaient. Tout ça était tellement surréaliste, tellement ridicule. Ils nous ont exploités parce que nous sommes transparents. Si des gens que je connaissais personnellement, des gens intelligents, diffusaient cette propagande, qui d'autre la partageait? Tout le monde gobe les fake news, ça m'est arrivé. Durant les 75 derniers jours, le top 20 des articles manifestement faux sur la campagne a reçu plus de likes et a été plus partagé sur Facebook que le top 20 des médias traditionnels. C'est la méthode qui a fini par dégoûter les sympathisants de Sanders. Jamais la Russie n'avait gagné une telle part d'audience aux États-Unis. À un rassemblement de nationalistes blancs, les gens scandaient «
Un sondage récent indique que 49% des électeurs républicains, c'est triste à dire, croient que Poutine et la Russie sont soit un allié, soit une nation amie. La question est de savoir qui a guidé les décisions des Russes pour acheter les bonnes publicités et diffuser les fake news les plus efficaces. If you know the personality of the people you're targeting, you can nuance your messaging to resonate more effectively with those key audience groups. This information is quite helpful to a campaign manager. Cambridge Analytica est né d'une expérience de psychologie comportementale à Cambridge. Il s'agissait d'analyser les données d'un grand nombre d'utilisateurs de Facebook, où les gens partagent leurs opinions avec leurs amis. Un vivier de centaines de millions de personnes. We have somewhere close to 4,000 or 5,000 data points on every adult in the United States. We can see where these people are on the map. Ils ont fait de la micro-segmentation. Vous appartenez à un groupe de 12 personnes aux vues similaires qui s'intéressent aux mêmes choses aux quatre coins du pays. These are people who are definitely going to vote, but they need moving from the center a little bit more towards the right. On n'est pas censé aller sur Facebook pour récolter ce genre d'informations. Cambridge Analytica a obtenu ces données de façon quasi légale. We can look at what issue they care about. Gun rights I've selected. That narrows the field slightly more. And now we know that we need a message on gun rights. It needs to be a persuasion message, and it needs to be nuanced according to the certain personality that we're interested in. Ils étaient très impliqués dans le vote du Brexit. Les armées de bots, les logiciels automatisés russes ont lancé un message très pro-Brexit. Cambridge Analytica aurait mené l'opération depuis un petit bureau au-dessus d'une boutique de pizza. On n'imagine pas le centre d'une intrigue internationale dans ce genre d'endroit, à moins que ce soit pour dissimuler un personnage important. Cambridge Analytica est une filiale de SCL. Une entreprise de manipulation électorale plus vaste et beaucoup plus inquiétante, utilisant le big data et la technologie. SCL appartient à des sociétés écrans liées à Dimitri Firtash, lui-même proche de Mogilevich. La boucle est bouclée et prouve l'implication de Semyon Mogilevich depuis 1984, quand les appartements de Trump servaient à blanchir l'argent sale, et durant plus de 32 ans, jusqu'à l'élection dans laquelle Cambridge Analytica a joué un rôle déterminant en favorisant la victoire de Trump. That of the two candidates left in this election, one of them is using these technologies, and it's going to be very interesting to see how they impact the next 7 weeks. Thank you. Robert Mercer est l'un des gros investisseurs de Cambridge Analytica. Il a fait fortune dans les fonds spéculatifs. Des informaticiens ont remarqué un serveur configuré de façon très inhabituelle. C'était une connexion directe entre une banque russe, l'Alpha Bank, et la Trump Tower. Voilà qui expliquerait un circuit de communication privilégié. À la Trump Tower, il semblait avoir des prémonitions et les choses arrivaient bel et bien. En août, alors qu'ils étaient en contact avec Wikileaks, Roger Stone a dit que j'étais le prochain sur la liste. I actually have communicated with Assange. I believe the next tranche of his documents pertain to the Clinton Foundation, but there's no telling what the October surprise may be. Le 7 octobre 2016, 3 événements se sont produits. Les services de sécurité et de renseignement ont déclaré publiquement que le piratage des sites gouvernementaux durant la campagne provenait de la Fédération de Russie et qu'il ne pouvait avoir été ordonné que par Poutine. Le même jour, la vidéo d'Access Hollywood est sortie.
You can do anything. Grab him by the pussy. Après quoi, les courriels de John Podesta ont été publiés. WikiLeaks posted more than 2,000 additional emails from Hillary Clinton's campaign chair, John Podesta. I never heard from the FBI. 2 jours plus tard, le FBI m'a appelé pour me demander si j'étais au courant du piratage de ma messagerie. Ça faisait 48 heures que toutes les chaînes du pays ne parlaient que de ça. C'est la dernière fois que j'ai parlé au FBI. Des centaines d'autres allaient encore sortir, et nous le savions, mais impossible d'éveiller l'intérêt de la presse. J'ai essayé dans mes discours, notamment dans le 3e débat. Look, Putin, from everything I see, has no respect for this person. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. And it's pretty clear. You're the puppet. It's pretty clear you won't admit that the Russians have engaged in cyber attacks against the United States of America, that you encouraged espionage against our people, that you are willing to spout the Putin line, sign up for his wish list, break up NATO, do whatever he wants to do. Le jour du scrutin, on pensait que le vote populaire nous donnait l'avantage, et c'était vrai. On croyait être en tête dans le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, et c'était faux. Ces 3 États lui ont donné une avance de 70 000 voix et offert la présidence. Sorry to keep you waiting. Complicated business. Признал свое поражение на выборах президента Соединенных Штатов Америки. С чем я вас всех поздравляю. До конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, о том, что он победит. Вот. Durant la transition, Jared Kushner a rencontré une banque russe sanctionnée. Gorkov, le PDG, n'a pas suivi d'études dans la finance. Il a été formé au KGB. Et on sait que ses bureaux dans le monde entier servent de couverture aux opérations de renseignement russes. What did you really speak to Jared Kushner about in New York when you met him in December? D'après la banque russe, ils ont parlé affaires. D'après la Maison-Blanche, des futures relations américano-russes. S'il y est allé pour affaires, c'était un délit. Et si c'était dans un but politique, on peut se demander si lui ou un membre de leur équipe a collaboré à la campagne d'ingérence russe. Le fin du fin pour un service de renseignement, c'est de recruter quelqu'un dans les services secrets de l'adversaire. Car il peut évidemment vous informer sur les opérations d'espionnage contre votre pays. Que Donald Trump ait choisi de nommer Michael Flynn conseiller à la sécurité nationale montre que les contrôles sur cet individu ont été faits avec une incompétence totale. C'était un lobbyiste non déclaré au service du gouvernement turc et il n'avait pas révélé ses liens étroits avec un adversaire russe. Cela dit, il n'y avait peut-être pas de plus haute qualification aux yeux de Trump. J'ai été invité à reprendre mes anciennes fonctions de directeur de la CIA. Je devais faire mes rapports au président par l'intermédiaire de Mike Flynn. On m'a pressé de participer à une réunion où plusieurs Turcs étaient présents et ils pensaient sérieusement à arrêter l'opposant Fethullah Gulen en Pennsylvanie. C'était totalement illégal aux États-Unis, je le leur ai dit et je suis parti. J'ai décidé que je ne voulais pas passer par Mike et j'ai décliné la proposition. President-elect Donald Trump sent out an email announcing his pick for Secretary of State, ExxonMobil Chairman and CEO Rex Tillerson, despite concerns over his close ties to Russia. Ce type a reçu le prix de l'amitié des mains de Vladimir Poutine. And I have a very close relationship with him, which dates back almost 15 years now. Je pense que Donald Trump a choisi Rex Tillerson pour une raison bien précise. Il ne ferait pas obstacle à ses principaux intérêts politiques, qui consistent à aligner les États-Unis sur le régime de Vladimir Poutine. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il l'a facilité. Poutine et Tillerson avaient essayé de concrétiser un accord de prospection de 500 milliards de dollars dans l'Arctique. ExxonMobil has won a highly coveted contract with Russia's Rosneft. No, my philosophy is to make money. And so if I can drill and make money, then that's what I want to do. Mais l'administration Obama l'a suspendu quand les sanctions ont été imposées.
Le dossier Steele indiquait que Rosneft, le géant du pétrole appartenant à l'État russe, allait vendre 19% du capital et qu'il y aurait de l'argent pour ceux qui parviendraient à faire lever les sanctions. Et sans surprise, en décembre, ce pourcentage a été vendu à travers un montage impliquant des sociétés écrans à Grande Caïman, des sociétés absolument opaques et impénétrables. Seul un haut dirigeant de Rosneft pouvait avoir accès à cette information. À l'évidence, l'informateur de Steele en savait beaucoup, plusieurs mois avant la conclusion de la vente. Les Russes ont deux méthodes pour dissimuler qu'ils pilotent des opérations d'influence. Ils mettent les informateurs en prison ou ils les tuent. Des gens ont été arrêtés, la tête couverte d'un sac noir et accusés de trahison. Soit c'étaient les sources de Chris Steele, soit les services secrets russes les soupçonnaient de l'être. Le lendemain de Noël, le général Oleg Erovinkin, le directeur de cabinet de Rosneft, a été assassiné à l'arrière d'une voiture dans le centre de Moscou. La mort mystérieuse du directeur de RT English à Washington, celle d'un diplomate russe à New York le jour de l'élection. Du côté des Russes, l'intérêt est évident. Et de l'autre côté, bien des gens font des allers-retours avec la Russie. Roger Stone, Flynn et tant d'autres. Il y a beaucoup trop de fumée pour qu'il n'y ait pas le moindre feu. J'ai perdu le compte des tentacules. Et chacun d'eux ferait un sacré scoop. N'allez pas croire que cela se limite à ce que nous savons. Il n'est pas question d'une affaire de blanchiment isolée après l'autre, ou de l'apparition d'un mafieux suivi d'un autre. C'est bien plus grave. C'est sans doute la plus vaste opération d'infiltration de l'histoire. So to be clear, Mr. Trump has no financial relationships with any Russian oligarchs. That's what he said. That's what I said. That's obviously what our position is. Je pense que le président est manipulé par Vladimir Poutine. C'est le défi qui attend les Américains. Il a essayé de renvoyer l'ascenseur. Il voulait lever les sanctions immédiatement. J'ai fait partie de l'administration Trump dans les premières semaines et entre autres choses, j'étais chargé des sanctions sur la Russie. J'avais peur que Trump les lève unilatéralement et je maintiens ma position. Il n'est pas nécessaire d'avoir été avocat ou agent secret pour savoir quand quelqu'un agit comme s'il dissimulait quelque chose. Trump le fait sans se faire remarquer. Je ne vois pas comment un président pourrait gérer la situation plus mal que Trump. Son comportement au G20, ses discussions sur un cyberpartenariat. On n'offre pas ses services à quelqu'un qui vient de vous mettre son poing dans la figure. Trump devait savoir qu'il était compromis. Il doit savoir que le monde entier le regarde et que le scandale éclatera tôt ou tard. Comment fait-il pour vivre avec cette épée de Damoclès ?
Les tractations financières de l'équipe Trump constituent le plus gros risque. Les transferts d'argent laissent toujours des traces. L'autre possibilité, c'est l'entrave à la justice. Collusion est l'abréviation médiatique de susceptible de soutenir un complot. Fournir de l'aide, c'est de la trahison. The Russia story is a total fabrication. What the prosecutors should be looking at are Hillary Clinton's 33,000 deleted emails. Ce n'est pas fini. Les opérations russes dans ce pays se poursuivent en ce moment même. Nous n'avons strictement rien fait pour nous protéger d'une cyberattaque dans une future élection. Rien de rien. Tant qu'ils agiront en toute impunité, ils continueront. Nous sommes tous concernés. C'est tombé sur les démocrates, ce sera peut-être sur les républicains la prochaine fois. Tous les responsables de la sécurité nationale nous l'ont dit. Ils reviennent, nous devons être prêts. Si le peuple n'exige pas que notre souveraineté soit défendue, nos représentants au Congrès vont passer à autre chose. Ce qui est en jeu, c'est la vérité. Ce qui est en jeu, c'est un gouvernement qui nous doit des comptes. Et la cause de la liberté dans son acceptation la plus sacrée possible. Nous devons à ce peuple qui s'est battu et sacrifié d'en être le gardien et de toujours lui garantir des élections libres et démocratiques.